Paris, au musée du Quai Branly, un crâne de cristal retrouve sa vitrine d'exposition après des mois d'analyse scientifique. À Londres, des chercheurs du British Museum tentent d'établir l'origine d'un deuxième crâne. À Washington, 16 années d'enquête menées sur un troisième crâne par la Smithsonian Institution livrent leurs conclusions. Mais un quatrième crâne, grandeur nature, sans doute le plus célèbre de tous, est détenu par des particuliers depuis sa découverte. C'est le crâne du destin funeste, fait en cristal de quartz massif. Il a suscité un mouvement de C'est un ordinateur qui est déjà programmé. On n'a pas besoin d'un clavier, il suffit de poser les mains dessus. Pour ceux qui croient en une vie antérieure, j'ai le souvenir d'avoir travaillé dans les temples de l'Atlantide où se trouvaient les crânes de cristal. En photo, il est magnifique, mais quand on le voit en vrai, il dégage une beauté qu'on ressent à l'intérieur de soi. Pour les adeptes de cette légende mystique, le crâne du destin funeste a été créé il y a 3500 ans par une civilisation précolombienne friande de sacrifices humains. Il est resté caché durant des siècles jusqu'à l'arrivée de cet homme, Frederick Albert Mitchell Hedges, un aventurier haut en couleur qui serait, selon certains, à l'origine du personnage d'Indiana Jones. Toute sa vie, cet Anglais sera un original et un rebelle. En 1898, à l'âge de 16 ans, il quitte l'école et largue les amarres pour rejoindre l'Arctique. Il déclarera avoir ensuite combattu aux côtés du révolutionnaire mexicain Pancho Villa. Il aurait été espion à la solde des services secrets de la marine britannique. Il aurait ensuite sillonné les jungles d'Amérique centrale sur les traces des civilisations antiques. Frederick Mitchell Hedges était amateur de trésors et de belles femmes, surtout si elles étaient riches et bien nées. Plusieurs femmes l'ont accompagné au fil de ses pérégrinations, notamment Mabel Richmond Brown, une riche Anglaise séparée de son mari, un baronnet qui avait son... Leur relation est étrange. Anna raconte qu'elle était orpheline et vivait au Canada chez un oncle, en face d'un hôtel sur les rives du lac Niagara. Mitchell Hedges, qui avait 26 ans de plus qu'elle, y descendait souvent pour pêcher, et il s'est pris d'affection pour la fillette. D'après ce qu'elle disait, elle a été adoptée par Mitchell Hedges vers l'âge de 10 ans. Anna Mitchell Hedges raconte que plus tard, en 1924, alors qu'elle avait 17 ans, elle a accompagné son père lors d'une expédition sur le site maya de Luba Antun, au Honduras britannique, l'actuel Belize. Elle affirme être allée avec lui à Luba Antun pour les fouilles de 1924 et 1925. Elle était sa comparse en quelque sorte. Elle était souvent au bon endroit au bon moment. Elle était son porte-bonheur. D'un coup, grâce à elle, la chance lui a souri. Ils formaient une équipe du tonnerre. Frederick et Anna Mitchell Hedges ont chacun raconté comment, à Luba Antun, le destin les a mis en présence de l'objet qui allait leur apporter la gloire. Le site antique était pratiquement inexploré et il était possible qu'il recèle un grand nombre de reliques mayas. Mitchell Hedges, qui n'avait aucune formation d'archéologue, s'est jeté dans l'aventure, mais sans aucune rigueur scientifique. Ils ont engagé des autochtones pour creuser tout simplement des tranchées et ils ont pris tous les artefacts qu'ils exhumaient. Ils n'avaient aucune notion de fouille scientifique. Ils ne faisaient aucun relevé. Ce n'était pas de l'archéologie, mais plutôt du pillage à la petite semaine. Il y a une photo mémorable de Mitchell Hedges et de Lady Richmond Brown côte à côte sur les marches de l'une des pyramides de Luba Antun. Ils venaient tout juste d'en faire sauter le sommet à la dynamite pour voir si elle contenait un tombeau.
Bien sûr, quand ils sont entrés à l'intérieur, il n'y avait plus rien. À l'époque, Mitchell Hedges déclare n'avoir fait que des trouvailles mineures à Luba-Antoon. Mais des décennies plus tard, Anna affirmera qu'ils avaient au contraire fait une découverte historique. J'avais 16 ans quand je l'ai repéré. C'était le jour de l'an, le 1er janvier 1924. J'ai entendu 2 Indiens dire « Si vous montez en haut de cet édifice, vous aurez une vue imprenable. » Alors je l'ai escaladé, même si c'était très dangereux. Quelque chose me renvoyait un éclat éblouissant. J'ai déplacé quelques pierres avec précaution. L'objet brillait toujours sous le soleil. Les pierres cachaient un orifice. Anna raconte que son père dégagea ensuite un passage vers une cavité secrète. C'était le jour de son 17e anniversaire. On m'a fait descendre suspendu à 2 cordes. Tout autour, il y avait de gros serpents. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu quelque chose briller. C'était le sommet d'un crâne. L'objet qu'Anna déclare avoir trouvé est une œuvre magnifique, sculptée dans un bloc de quartz presque parfait. Comme les artefacts mayas en cristal sont extrêmement rares, ce crâne est exceptionnel. C'est même une première mondiale. Pourtant, Frederick Mitchell Hedges ne rend pas la nouvelle publique et il quitte Luba-Antoon en 1926. Le crâne du destin funeste sera conservé en toute discrétion en Angleterre, où l'explorateur retourne finir ses jours avec Anna. Pour un homme avide de publicité et de reconnaissance, ce silence est surprenant, mais une explication a souvent été avancée. En fait, il aurait voulu cacher sa trouvaille aux mécènes qui avaient financé ses fouilles. Mitchell Hedges n'en parla jamais publiquement. Le crâne de cristal n'était qu'une péripétie dans sa carrière. Sur ses vieux jours, Mitchell Hedges troque son costume d'aventurier pour celui d'animateur radio et raconte sa vie trépidante aux auditeurs britanniques. Il décède en 1959 et bientôt tous ceux qui auraient pu avoir assisté à l'exhumation du crâne disparaissent eux aussi. Tous, à l'exception d'Anna. Désormais quinquagénaire, elle décide de révéler les événements extraordinaires qui se seraient déroulés à Luba-Antoon 40 ans plus tôt. Qu'a-t-il trouvé au cours de ces expéditions? Racontez-nous. Il a découvert des poteries, des objets en jade et le crâne du destin funeste. Y avait-il une ville engloutie? Oui, une cité perdue. Elle daterait de quand? Des Mayas. Anna a choisi le bon moment pour évoquer ses découvertes. Les années 1970 ont vu naître un véritable engouement pour les civilisations précolombiennes, à mesure que l'on connaissait mieux la culture maya, notamment grâce aux fouilles de sites comme Chichen Itza. L'idée d'un crâne entouré d'une aura magique était parfaitement dans l'air du temps. Le mur des crânes de Chichen Itza était un mémorial guerrier. C'était sans doute une plateforme sur laquelle étaient empilés les crânes des victimes sacrificielles. Nous avons la preuve de sacrifices humains chez les Mayas, non seulement dans leur production artistique, mais aussi grâce à la présence de restes humains. Après la mort de son père adoptif, Anna se retrouve à court d'argent et a l'idée de vendre le crâne. Les experts font preuve d'un grand scepticisme, car sa découverte n'a pas été faite dans les règles et officiellement rapportée. Dans l'espoir de faire authentifier le crâne, Anna le présente à un spécialiste des œuvres d'art, Frank Dorland. Ce dernier organise une analyse de l'objet dans le laboratoire d'une grande firme informatique en Californie. À l'époque, le cristal de quartz joue en effet un grand rôle dans la recherche en électronique. Le crâne est d'abord immergé dans un bain d'alcool benzylique pour voir s'il est bien en cristal de quartz. Si c'est le cas, il devrait donner l'impression de disparaître dans le liquide. Et c'est effectivement ce qui se passe. Ensuite,
Pour vérifier que la mâchoire inférieure mobile vient du même bloc de quartz que le reste du crâne, les scientifiques américains veulent voir si les deux pièces ont été formées selon le même processus. Voici du cristal de quartz naturel. Il se présente ainsi quand on le sort de terre. Ses propriétés font qu'il doit toujours avoir la même symétrie, la même forme de base. La firme américaine en conclut que les deux parties du crâne viennent bien du même bloc de quartz. La question suivante, sans doute la plus cruciale, est l'âge du crâne. Cette phase des analyses est problématique, car le cristal ne contient pas de carbone. Or, la datation au carbone 14 est la plus employée pour les objets anciens. Les scientifiques décident donc de chercher des indices à la surface du crâne, notamment d'éventuelles marques d'outils. Malheureusement, ils sont gênés par ces reflets. Le polissage du crâne de Mitchell et Gies était si parfait qu'on avait presque du mal à l'observer au microscope lumineux. On était ébloui par sa surface très lisse. C'était comme regarder dans un miroir. Les scientifiques américains ne décèlent aucune trace d'utilisation d'un outil moderne. Pour Frank Dorland et Anna, cela confirme les dires de Frederick Mitchell et Gies. Ce quartz incroyablement lisse ne peut être que le résultat de polissage manuel avec du sable et de l'eau sur de nombreuses générations. Une autre conclusion des tests scientifiques renforce encore l'aura mystique du crâne, ses propriétés dites piézoélectriques. Le terme piézoélectrique impressionne, mais il décrit tout simplement les propriétés naturelles du quartz qui en font un matériau très important en technologie. Si je prends du cristal de quartz et que je lui applique une très forte pression, je provoque sa polarisation, c'est-à-dire que des électrons se déplacent d'un côté à l'autre et qu'ils possèdent maintenant une charge électrique. Pour les scientifiques, les propriétés électriques du cristal de quartz ne sont pas une nouveauté. Mais Frank Dorland va plus loin. Il affirme que grâce à sa piézoélectricité, le cristal, et donc le crâne, pourrait emmagasiner de la conscience. Anna Mitchell et Gies brandit triomphalement le résultat des analyses. Pour elle, il confirme sa version des faits. Elle garde donc le crâne en sa possession et commence à vanter ses pouvoirs magiques, notamment sa capacité à prédire les catastrophes naturelles en suintant. Il a prédit la mort accidentelle de 2 fillettes en Rhodésie et une catastrophe, le tremblement de terre au Mexique. Il annonce les grands désastres, pas les petits comme le crash d'un avion. En cas d'événement grave, il se met à suinter. Anna entreprend une tournée mondiale avec le crâne du destin funeste. Et en 1980, elle est même la vedette d'une édition spéciale de l'émission télévisée Le Monde Mystérieux d'Arthur C. Clarke. Aéroport d'Heathrow à Londres, mademoiselle Anna Mitchell et Gies arrive tout juste de Toronto. Anna ne se lasse pas de raconter comment elle a trouvé le fameux crâne. C'est moi qui l'ai pris, car j'avais de plus petites mains que les autres. Je l'ai soulevé et je l'ai montré à mon père. Il était ébahi que nous ayons trouvé un crâne de cristal aussi magnifique. Comme vous le voyez, il y a de petites bosses, comme sur un crâne humain. Dans les yeux, on voit bien les orbites en creux, et la mâchoire est articulée comme une vraie. Dans un monde épris de croyances New Age, de modes de vie alternatifs et de spiritualisme, le crâne du destin funeste fait bientôt l'objet d'une véritable adulation, avec, toujours en arrière-plan, le personnage énigmatique d'Anna Mitchell et Gies. Chicago, 2008. L'exposition Corps, mental et esprit. Pour les fervents admirateurs des crânes de cristal venus du monde entier, c'est l'occasion de se retrouver et de s'approcher du plus légendaire de tous. J'espère capter l'énergie du crâne et ressentir sa beauté. Comment ça va? L'héritier et actuel gardien du crâne du destin funeste est Bill Oman, le compagnon d'Anna Mitchell et Gies à la fin de sa vie. C'est du quartz brut.
Le crâne de cristal a de très nombreuses facettes. Et quand on croit le connaître et le comprendre, soudain il change et suscite un tout nouvel éventail de sensations et de croyances. Dans les allées de l'exposition New Age de Chicago, on croise une foule de crânes modernes sculptés dans du quartz très ancien. Voici l'étoile Sirius, 30 kilos de quartz. C'est un émetteur-récepteur spirituel. Quand on le touche, comme ça, on établit une connexion, un circuit. Le crâne me fournit les informations dont j'ai besoin et moi, je lui dis ce qu'il veut savoir. Aujourd'hui, l'histoire des 13 crânes est au cœur des croyances de nombreux adorateurs des crânes de cristal. Selon la légende, il existe 13 crânes de cristal fabriqués par des êtres d'une autre planète pour communiquer avec les humains et nous transmettre la connaissance suprême. Cette série de crânes serait donc l'œuvre d'extraterrestres qui les auraient confiés aux habitants de l'Atlantide qui, à leur tour, les auraient donnés aux Mayas. Une fois réunis, les 13 crânes révéleraient les mystères de l'univers et tout le savoir de l'humanité. Cela doit se produire en 2012, à la fin d'un cycle de 5000 ans du calendrier Maya. Pour certains adeptes de cette légende, le crâne du destin funeste peut nous renseigner sur ses 12 homologues éparpillés dans le monde. Médium dans la province canadienne de l'Ontario, Carol Wilson collabore régulièrement avec la police. Elle a fait des séances de spiritisme avec le crâne et affirme qu'il communique à travers elle. 13, c'est la tradition orale transmise par vos peuples indigènes. Au début, je n'avais pas de mots pour décrire ma perception du crâne. Aujourd'hui, je dirais que c'est un ordinateur qui est déjà programmé. On n'a pas besoin d'un clavier. Il suffit de poser les mains dessus pour qu'il réponde à toutes les questions qu'on lui pose. Anna Michalegis s'est éteinte en avril 2007, à l'âge de 100 ans. C'est elle, bien plus que son père adoptif, qui a créé la légende des crânes de cristal, que l'on retrouve au cinéma dans le 4e Indiana Jones. Jusqu'à son dernier souffle, elle affirmera que sa version de la découverte du crâne est la stricte vérité. Vous voulez tous savoir comment nous avons trouvé le crâne. Je n'avais que 16 ans. Quand nous avons dégagé la végétation, j'ai entendu 2 Indiens dire « Si vous montez en haut de cet édifice, vous aurez une vue imprenable. » Si cette légende a tant enflammé les esprits, c'est en partie en raison de l'absence de preuves scientifiques sur l'âge des crânes, notamment parce qu'une datation au carbone 14 est impossible. Mais la science a fait des progrès et une nouvelle génération de chercheurs dispose aujourd'hui de techniques de pointe pour passer au crible les allégations d'Anna Michalegis. En 1992, un colis anonyme est arrivé à la Smithsonian Institution à Washington. Il contenait un crâne de cristal dont on ignorait l'existence jusque-là. J'ai reçu un appel du conservateur du Muséum d'histoire américaine qui m'a demandé si j'avais entendu parler des crânes de cristal. Et j'ai répondu un peu, pourquoi? Et il a dit, on vient d'en recevoir un par la poste. En allant chercher le crâne, le docteur Jane Walsh reçoit une étrange mise en garde. Comme on m'avait prévenu qu'il était très lourd, je suis passé prendre un petit chariot. L'homme qui me l'a donné m'a demandé pourquoi j'en avais besoin. J'ai expliqué que j'allais chercher un crâne de cristal et il m'a dit « Ne le regardez pas dans les yeux ». Quand j'ai demandé pourquoi, il a rétorqué « Parce qu'ils sont maudits ». Le crâne de la Smithsonian Institution est simplement accompagné d'un mot précisant qu'il a été acheté à Mexico en 1960. Son arrivée à Washington va lancer Jane Walsh sur la piste de cette légende et surtout de la vérité.
elle sait que le British Museum de Londres possède un exemplaire similaire. Acquis en 1897 par le musée, il est attribué aux Aztèques, peuple du centre du Mexique et voisin des Mayas. À la fin du XIXe siècle, il a dû susciter un grand intérêt, car il correspondait à l'idée que les gens se faisaient des vestiges aztèques ou mexicains. Pour les adeptes de la légende, l'exemplaire de Londres est forcément l'un des 13 crânes. Le musée du Quai Branly à Paris expose un autre crâne intrigant. Il a été acheté en 1878. Encore une fois, en supposant qu'il était aztèque. En consultant les archives, Jane Walsh découvre une coïncidence étonnante. Les deux crânes sont issus de la collection privée d'un même homme, Eugène Beauban, un antiquaire français du XIXe siècle. Son histoire détient la clé du mystère des crânes exposés à Paris et à Londres. En entendant le nom de Beauban, Jane Walsh fait immédiatement le rapprochement avec certains objets détenus par la Smithsonian Institution. Dans cette vitrine, nous avons plusieurs objets de la collection Eugène Beauban. Comme vous le voyez, celui-ci est un mortier aztèque pour les piments. Il porte les sceaux d'Eugène Beauban. Jane Walsh se rend alors à Mexico, où Beauban a vécu au milieu du XIXe siècle. Son enquête lui apprend qu'il n'était sans doute au départ qu'un collectionneur amateur. Il a trouvé de nombreux objets, comme des poteries et probablement des ossements, mais je pense qu'à un moment donné, il a commencé à en acheter. Il était devenu marchand d'antiquités. Eugène Beauban devient un spécialiste de la civilisation aztèque, l'autre grande civilisation antique mésoaméricaine qui, comme les Mayas, semblait obsédée par les crânes. À l'époque, un nombre croissant d'Européens se passionnent pour ces sites précolombiens et cherchent à acquérir des reliques mayas ou aztèques. Fort logiquement, les artisans locaux se mettent alors à en produire à la demande, en utilisant des meules en pierre, l'invention clé de la sculpture moderne. Plus il y avait de visiteurs sur les sites, plus la demande augmentait. Les habitants se sont donc mis à fabriquer des objets pour les vendre aux collectionneurs. Il n'y avait pas de tromperie délibérée, ils faisaient juste des reproductions. Ils ne prétendaient pas les avoir trouvés lors de fouilles. Vers 1869, désormais précédé d'une réputation d'expert en antiquité mexicaine, Eugène Beauban revient à Paris et s'établit dans le 5e arrondissement. C'est à cette époque que le crâne parisien fait son entrée en scène dans la collection personnelle de Beauban. Il le vend à un explorateur français qui en fait don au musée de l'Homme. C'est le premier grand crâne de cristal à être présenté au public et il fait grand bruit. Cet objet qu'il vend est considéré tout de suite comme un témoignage extraordinaire d'une grande civilisation et la grande civilisation aztèque. Cette pièce exceptionnelle ne fait que renforcer la réputation d'Eugène Beauban comme expert et marchand d'antiquités. Des chercheurs de l'Europe entière le contactaient pour lui acheter des objets. C'était vraiment l'antiquaire spécialisé dans les objets archéologiques américains, mais aussi les objets préhistoriques d'Europe. C'était vraiment, il s'est fait une telle réputation que, une fois de plus, les gens non seulement le contactaient pour lui acheter des objets, mais aussi lui en proposaient. Donc il a reconstitué une nouvelle collection. En 1881, un deuxième crâne de cristal est mis en vente dans la boutique parisienne de Beauban, au prix de 3 500 francs de l'époque. Mais il ne trouve pas preneur. Beauban retourne alors à Mexico dans l'espoir de faire affaire avec un musée local. Mais les Mexicains doutent de l'origine aztèque du crâne.
Le marchand français quitte le pays dans une atmosphère de suspicion. Boban s'installe finalement à New York, où il vend le deuxième crâne de cristal au célèbre joaillier Tiffany pour 950 $. 10 ans plus tard, celui-ci est revendu au British Museum pour le même montant. Les deux crânes de Boban sont désormais exposés dans de prestigieux musées de Paris et Londres et présentés comme des œuvres aztèques. On a des cartels qui indiquent qu'il y a deux grands chefs-d'œuvre de l'art aztèque, sont des crânes, des têtes de mort en cristal, dit-on à l'époque, l'un au British Museum et l'autre à Paris. Tout semblait concorder avec ce que l'on savait de l'iconographie des Amériques en matière de crâne. Et le fait que les deux grands musées possèdent ces objets les authentifie l'un et l'autre, forcément. Parce qu'à Paris, on dit oui, mais le British Museum en a un, British Museum, mais à Paris, il y en a un. Plus le temps passe, plus les archéologues approfondissent leur connaissance des cultures aztèques et mayas, et plus l'authenticité des crânes est mise en doute, notamment parce que les sites antiques ne recèlent presque aucun autre objet en cristal. Finalement, Jane Walsh décide de faire appel à Margaret Sachs, une scientifique attachée au British Museum. Cette dernière compte approfondir l'investigation à l'aide d'un microscope électronique capable de détecter la plus infime trace d'outils. Dans un premier temps, pour comprendre les techniques des artisans précolombiens, Margaret Sachs étudie un gobelet en cristal sculpté à la main par les Mixtecs, peuple voisin des Aztèques. Nous voulions examiner des objets dont la provenance était certifiée. Et celui-ci est le plus gros objet en cristal de roche jamais exhumé. Les marques laissées par les outils sont linéaires et leur orientation est aléatoire. À l'évidence, elles ont été faites par des outils manuels comme le ferait une lime frottée de nombreuses fois d'avant en arrière sur la surface. Si le crâne londonien est vraiment antique, il devrait présenter des marques du même type. Un petit moulage en plastique est réalisé à partir du crâne, au niveau de la commissure des lèvres. Agrandi une centaine de fois, il laisse effectivement apparaître des traces. Nous voyons ici une courbure sur le coin de la bouche. C'est caractéristique de l'utilisation d'une meule ou d'un outil de forme circulaire. On imagine bien comment cette sorte d'encoche a été creusée et meulée. Or, les toutes premières meules ne sont arrivées sur le continent américain que bien après les explorateurs européens. Les Mayas et les Aztèques n'ont jamais utilisé d'outils de ce type. Une conclusion s'impose, ils ne peuvent pas avoir fabriqué le crâne de Londres. La technologie moderne peut également révéler l'origine géographique du crâne. En effet, le cristal de roche contient en général des impuretés appelées inclusions, qui sont spécifiques à la région où il s'est formé. Les inclusions du crâne du British Museum montrent que son origine est très éloignée de la terre natale des Aztèques et des Mayas. Ce type d'inclusion a été observé sur du quartz venant de Madagascar ou du Brésil. Les meilleurs exemples de ces motifs vermiformes que j'ai pu voir dans la littérature scientifique étaient malgaches. Madagascar a commencé à exporter du cristal de roche vers la France à la fin du 19e siècle, tout comme le Brésil. Et aucun cristal de ce type n'a jamais été trouvé en Amérique centrale. Les inclusions nous permettent d'écarter le Mexique comme source possible du cristal de roche. Pour le crâne du British Museum, les faits historiques nous orientent vers une date de fabrication dans la seconde moitié du 19e siècle. Une fois la vérité connue pour le crâne du British Museum, l'authenticité de celui de Paris a été remise en question. En 2008,
une autre analyse au microscope électronique a également révélé des marques d'outils modernes. Il a ensuite été daté grâce à une méthode révolutionnaire, à l'aide d'un accélérateur de particules du laboratoire du Centre de recherche et de restauration des musées de France. Et pour arriver à déterminer le moment de ce travail, on a utilisé une méthode qui s'appelle la méthode d'hydratation, datation par hydratation du quartz. Tout objet en quartz, en fait de tout objet en général, il y a une fine pellicule d'eau. Et au fur et à mesure que le temps s'écoule, cette eau pénètre à l'intérieur de l'objet. Il pénètre pas de beaucoup, il pénètre d'un millième de millimètre. Et bien sûr, plus l'objet est ancien, plus cette pénétration est profonde. Et on a essayé de déterminer ça. Alors vous voyez, le crâne a été placé à la sortie de la machine et on a pu déterminer, sur la face arrière du crâne en quartz, on a pu déterminer l'hydratation. Le principe en est très simple. On présente la surface du crâne à l'accélérateur envoie un faisceau de particules et propulse dehors une petite partie de cette hydratation qu'on récupère à l'intérieur d'un détecteur qu'on voit là. Ce que vous voyez là, c'est un petit peu l'image de l'hydratation de la surface. Ceci, c'est la surface des objets. En fait, on observe 3 courbes là-dessus, une en bleu, une en rouge et une en vert. La courbe en bleu, c'est en fait notre cristal, le crâne en cristal. La courbe en rouge, c'est l'objet de 1740, alors que celle en vert, c'est le petit masque précolombien. On voit très bien qu'il y a une différence. On voit que le crâne en cristal de roche a une épaisseur d'hydratation plus petite que les autres, et même plus petite que l'objet qui date de 1740. Donc rien qu'avec ce diagramme qui est là, on peut en déduire que très probablement le crâne en cristal a été manufacturé après 1740. Donc il ne peut pas être précolombien. Ainsi, les exemplaires de Londres et Paris sont des faux, créés en Europe au XIXe siècle et mis sur le marché par Eugène Bauban, l'homme qui a bâti de toutes pièces le mythe des crânes de cristal. Jane Walsh s'est ensuite concentrée sur le crâne envoyé anonymement à la Smithsonian Institution en 1992. Elle l'a confié à Margaret Sachs pour en savoir plus. Comme les 2 autres, il porte des traces indiquant l'utilisation d'outils modernes. Mais l'analyse scientifique ne s'est pas arrêtée là. Nous avons trouvé un autre indice pour dater précisément la fabrication de ce crâne. De minuscules particules sont prisonnières de cavités naturelles du quartz et nous avons pu en identifier certaines grâce à une analyse de la diffraction des rayons X. Elle a montré qu'il s'agissait de carbure de silicium. Le carbure de silicium est une substance minérale artificielle dont on enduit une meule pour donner une finition lisse et brillante. Or, le type de carbure de silicium retrouvé sur le crâne n'a été utilisé qu'à partir du milieu du XXe siècle. Cela fait remonter sa date de fabrication aux années 1950, une dizaine d'années avant que le crâne ne soit acheté au Mexique. Washington, Londres, Paris. 3 crânes dont l'origine n'a rien à voir avec les civilisations précolombiennes d'Amérique centrale. Il ne reste donc plus que le crâne du destin funeste. Pour le gardien actuel du crâne, Bill Oman, l'ancien ami d'Anna Mitchell Hedges, ses pouvoirs magiques ne font aucun doute. Si l'on y croit, le crâne de cristal nous transmet le savoir et la bénédiction d'une civilisation supérieure. L'usage que nous en faisons aujourd'hui peut nous être bénéfique ou préjudiciable. Espérons qu'il soit bénéfique. Anna Mitchell Hedges affirmait l'avoir trouvé durant la fouille d'une pyramide maya dans les années 1920. Mais en consultant les archives, Jane Walsh a trouvé un indice réfutant cette version. Voici un article publié dans la revue anthropologique britannique Man en juillet 1936.
Il décrit une étude comparative réalisée par le British Museum entre son propre crâne de cristal et un autre, issu d'une collection privée. Sur la photo de l'époque, le deuxième crâne semble étrangement familier. En y regardant de plus près, Jane Walsh en a la certitude. C'est bien le fameux crâne du destin funeste. Il est identique au crâne de Mitchell Hedges. Il n'y a pas de doute, c'est lui. Mais selon cet article daté de 1936, le crâne n'appartient pas à Frederick Mitchell Hedges et il ne porte pas le même nom. Il est simplement appelé crâne de Burney, du nom de son propriétaire de l'époque, le marchand d'art Sidney Burney. Burney l'expose dans sa galerie du centre de Londres. En 1943, il l'apporte chez Sotheby's pour qu'il soit vendu aux enchères. Le catalogue de Sotheby's garde la trace de la transaction. Le crâne a été retiré de la vente et cédé pour 400 livres à un certain Frederick Mitchell Hedges, près de 20 ans après sa découverte présumée en Amérique centrale. Anna a tenté d'expliquer cette incohérence en déclarant qu'après leur retour en Angleterre, son père avait donné le crâne à Burney comme caution pour un prêt. Quand j'ai demandé des éclaircissements à Anna Mitchell Hedges, elle m'a répondu « Ce qui s'est passé, c'est que M. Burney était un ami de mon père et qu'il a promis de garder le crâne jusqu'à ce que mon père puisse le rembourser. » Selon Anna, son père aurait payé sa dette juste avant la vente aux enchères et donc récupéré le crâne. Il y a d'autres contradictions dans le récit d'Anna Mitchell Hedges, notamment une grande variation dans les dates qu'elle donne pour la découverte du crâne. Dans cette lettre, elle déclare avoir trouvé le crâne pendant l'hiver 1926-1927, ce qui ne concorde pas avec ce qu'elle a dit par ailleurs dans d'autres lettres, dans des publications ou sur des sites internet. Ça m'éblouissait. Je ne voyais pas ce que c'était. Selon les sources, elle cite 1927, 1926, 1928 ou 1924. Il y a même un article de journal dans lequel Frederick Mitchell Hedges dit l'avoir trouvé dans les années 1930. Pour en avoir le cœur net, il n'y a qu'une solution. Soumettre ce crâne aux mêmes analyses scientifiques que les exemplaires de Londres, Paris et Washington. Après la mort d'Anna, Bill Oman décide de s'en remettre au verdict du microscope. Du résultat dépend l'avenir de la légende. En avril 2008, le crâne du destin funeste est arrivé à la Smithsonian Institution pour être étudié avec ce qui se fait de mieux en matière de technologie optique. Des moulages ont été réalisés au préalable sur les zones les plus complexes du crâne. Nous voulons observer les parois de cette cavité pour tenter de déterminer quel type d'outil a servi à son forage, la méthode utilisée, et puis nous étudierons d'autres. Électronique va enfin dévoiler le vrai visage de ce mystérieux crâne. Ici, vous voyez des marques très nettes, triques parfaitement parallèles, ce qui me semble cohérent avec un abrasif diamant. Comme le quartz est très dur, pour faire une taille nette et sans bavure, il faut un abrasif très résistant. Là, ce sont des marques de taille ou de polissage? Ce sont des marques de taille. Ces traces-là. Les outils qui ont laissé ces marques n'existaient pas avant la fin du 19e siècle. Il peut s'agir du type d'outils très précis utilisés par les sculpteurs, ou alors des instruments mécanisés dont pouvaient disposer les dentistes au début du XXe siècle. La découverte de traces d'outils modernes est la preuve scientifique irréfutable qui désavoue Anna Mitchell Hedges. Mais pour les fervents défenseurs des pouvoirs magiques du crâne, cela indique seulement comment il a été fabriqué, mais ni à quelle époque, ni par qui.
Pour Bill Oman, les traces suggèrent l'usage d'outils si sophistiqués qu'ils ne pouvaient même pas exister à l'époque où le crâne est officiellement apparu. Pour certains, tout cela démontre peut-être que le crâne est moderne. Mais en fait, quand on considère la qualité de l'objet, le talent et le temps nécessaire à sa fabrication, on en conclut que dans les années 1920, personne dans le monde n'avait le temps, les moyens ou le matériel pour le produire. Si tel est le cas, il n'y a qu'une seule solution aux yeux des partisans de la légende des 13 crânes de cristal. Leur origine ne peut être qu'extraterrestre. Si ces cultures primitives n'étaient pas capables techniquement de fabriquer ces crânes, alors d'où viennent-ils? Peut-être sont-ils l'œuvre d'une culture plus avancée qui a utilisé des lasers pour tailler le cristal à l'époque de l'Atlantide. Mais peut-être s'agissait-il de cadeaux des dieux. Les Mayas racontaient que leurs ancêtres venus de la constellation des Pléiades leur avaient donné des crânes de cristal, ce qui implique un contact avec des êtres d'une autre planète. Mais la science a rendu son jugement. Le crâne du destin funeste a été fabriqué par des hommes au début du XXe siècle. Alors pourquoi Anna Michaledges a-t-elle inventé cette histoire en l'enjolivant chaque fois un peu plus? Il a trouvé des poteries, des objets en jade et le crâne du destin funeste. Nous avons fouillé le sous-sol de la région durant environ 7 ans et un jour nous avons repéré un objet brillant au milieu des pierres. C'était le jour de mon 17e anniversaire. Il a prédit la catastrophe, le tremblement de terre au Mexique. À l'âge de 89 ans, Anna est retournée à Lubantown. À l'époque, elle s'est sans doute persuadée de la véracité de son histoire. C'est agréable d'être là. J'ai vécu ici des moments formidables. Je rêve souvent de cet endroit. C'est merveilleux. C'est magnifique. Les gens demandent toujours, l'a-t-elle trouvé ou pas? Cela ne s'est peut-être pas passé exactement comme elle le racontait. Mais c'est la vérité. Moi, je peux comprendre ça. J'ai déjà beaucoup de mal à me souvenir de quelque chose qui a eu lieu il y a 10 ans et à reconstituer l'enchaînement des faits. Il y a des jours qu'on n'oublie jamais. Je pense qu'Anna Michaledges croyait dur comme fer à ce qu'elle racontait. Son père aimait faire des blagues aux gens. Et s'il y a eu mise en scène, c'est sans doute lui qui a tout monté, parce qu'il était comme ça avec elle. Mais à ses yeux à elle, c'était la stricte vérité. Frédéric Michaledges a-t-il déposé le crâne dans la pyramide en s'arrangeant pour que sa fille le trouve, peut-être comme cadeau d'anniversaire? Cette théorie semble peu probable, car les marques laissées par les outils et la date de la première mention du crâne dans une revue scientifique laissent penser qu'il a été fabriqué après la date à laquelle Anna déclare l'avoir trouvé à Lubantown. Jane Walsh propose une autre interprétation des propos d'Anna. Tout remonterait à l'époque qui a suivi la mort de Frédéric Michaledges, quand Anna a tenté de faire sortir de Grande-Bretagne le crâne et d'autres objets de la collection de son père dans l'espoir de les vendre aux États-Unis. Elle tentait de gagner sa vie en revendant ces objets potentiellement précieux. À un moment donné, elle a déposé une demande de permis auprès du gouvernement britannique pour sortir le crâne du territoire afin qu'il soit expertisé. Je pense qu'elle a dû prétendre qu'il lui appartenait. C'est à partir de là qu'elle aurait commencé à raconter qu'elle l'avait elle-même trouvé. Depuis plus d'un siècle, la légende des crânes de cristal fascine le grand public et les scénaristes d'Hollywood. Les preuves scientifiques démontrent que les exemplaires exposés dans 3 grands musées du monde et le crâne du destin funeste lui-même
sont l'une des plus grandes escroqueries archéologiques de l'histoire. Le récit d'Anna Michaelides n'est que pure fiction. La science du XXIe siècle a montré comment les crânes ont été fabriqués, mais nous ne saurons peut-être jamais ni par qui, ni pourquoi. Pour ceux qui croient toujours à la légende, les crânes de cristal conservent leur pouvoir surnaturel. Et malgré les récentes révélations, ces œuvres d'art n'ont rien perdu de leur mystère.